Pardon, bah nous on était pas. Bah non, mais je vous vois ça. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conférence en présentiel. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ce soir, on s'est associé au Club Digital. Alors Jean-Michel Buet qui dirige devait être présent, puis il s'excuse de ne pas être avec nous. C'est le premier événement d'une série de 4 qu'on a prévu pour l'année 2022 pour faire le lien entre l'immobilier et le digital. Donc, j'imagine que tous dans vos métiers, vous avez une part de digital. On a voulu explorer plusieurs thèmes. Le premier ce soir, donc, c'est sur l'immobilier et la 3D, assez sympa, plutôt funky pour commencer cette série. Il y aura un autre... T'as la gâchette derrière. Il y en aura un autre sur l'open data dans l'immobilier. Donc, on verra pour les dates, pour vous les communiquer ultérieurement. On a prévu aussi une conférence sur les bâtiments connectés et une dernière sur le BIM. Donc voilà le programme sur l'année 2022, à peu près une conférence par trimestre avec différents invités pour nous en parler. Donc ce soir, on parle de 3D, de réalité virtuelle, de métaverse. Donc comment le digital va, on va dire, dynamiter les marchés historiques de l'immobilier, apporter surtout de la valeur supplémentaire, des nouveaux services et des nouveaux usages. Donc pour en parler ce soir, on a 3 intervenants. Alain, que vous devez tous connaître, membre du club IMO de Neoma, et également directeur grand projet sur les bureaux de CBRE, donc qui vous présentera les tendances du marché, les besoins des clients et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est à avoir besoin de plus de 3D, plus d'immersion et de réalité virtuelle pour vendre et valoriser les actifs. On a quand même Bastien Schulz de chez Telora qui nous fait le plaisir de venir ce soir pour nous parler de sa solution de 3D et réalité virtuelle, donc sur des bâtiments bien réels qui sont dans le monde physique. Et puis Vincent Barruet de chez Stonal, mais qui est là pas tant en tant que Stonal, mais en tant qu'expert et passionné de métaverse, pour nous parler comment dans le monde virtuel on peut créer des nouveaux usages. On parlera donc de métaverse, de Web3 et qu'est-ce que tout cela peut bien signifier pour le monde de l'immobilier. Donc je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à prévoir toutes vos questions pour nous inviter en direct là, quand vous en avez. Et puis si vous avez besoin de démos, je sais que Bastien a des super choses sur sa tablette, donc vous pourrez lui demander après. Et puis on se retrouvera au break pour ceux qui le souhaitent pour boire un verre et prolonger les échanges juste après. Bonne soirée. Merci. Il ne tient pas droit. Oui, c'est censé tenir tout seul. Bonjour, Alain Bousquet, je suis ravi de vous accueillir chez CBRE pour le coup. On peut mettre cet amphithéâtre à disposition, c'est bien agréable, comme ça on en profite. Alors moi je vais pas être dans le virtuel, je vais plutôt être dans le concret parce que Bastien, je vais te laisser parler du virtuel. Mais effectivement, on utilise de plus en plus le virtuel et les images sont extrêmement importantes dans notre métier, surtout quand on est en amont. Mais en fait, on trouvait ça assez intéressant de vous faire un petit point, alors très léger de marché, hein, je pense que je vais essayer de prendre 5 minutes pour ça. Parce que j'ai fait une pause de bêtises, pour effectivement vous parler de l'immobilier de bureau. Alors, il faut juste que je me reconnecte, parce que je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Hop, alors comment je fais déjà? Je vous demande de patienter 2 secondes. On a un système un peu sioux. Tac. Est-ce que vous pouvez me dire la clé que vous voyez en haut à droite? J. Merci. R. J, R. L. M ou L? L. L. Léonie, Sophie, Quentin, Kevin. Ça devrait marcher, ça c'est virtuel. Toi, t'as voilà. C'est la connexion. Ah. Ça marche. Tac. On fera des systèmes qui seront simples pour se pencher, ce sera une grande partie. Tu peux enlever un X à bureau. Une grande. Le bureau.
Les bureaux sont morts. Ouais. Donc effectivement, première question que vous posez, parce qu'on l'a beaucoup entendu, c'est effectivement est-ce que c'est la fin du bureau, est-ce que les bureaux sont morts? Alors la réponse, je pense que vous la connaissez, c'est Niet, les bureaux ne sont pas morts. Niet, pour utiliser un terme en ce moment, on va peut-être devoir apprendre dans quelques mois. Et la deuxième question, c'est est-ce que les grands bureaux sont morts? Parce qu'en fait, on a vécu le Covid. J'anime les équipes grands projets, c'est tout ce qui est bureau de plus de 5000 m² en Ile-de-France. Et franchement, pendant un moment, on s'est dit, mais mince, on n'aura plus de boulot. Mes équipes étaient un peu très inquiètes. Et effectivement, on s'est demandé si on allait encore arriver à louer des immeubles de bureaux de plus de 5000 m². Alors, des gens qui sont... Les ascensoristes, j'imagine, se sont posé la même question. Et la réponse, c'est Niet. Effectivement, y compris les grands bureaux sont pas morts. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les entreprises? En fait, les entreprises qu'on rencontre, et on en rencontre tous les jours des grands utilisateurs et des utilisateurs de taille moyenne, la problématique à laquelle ils font face aujourd'hui, c'est les problèmes de recrutement et de talent. En fait, aujourd'hui, leur problématique, c'est de conserver leur talent. Il y a effectivement beaucoup de mouvements dans les entreprises, y compris chez CBRE. On a eu parfois du mal à garder nos collaborateurs. Et puis on a effectivement, on en parlait il y a 2 secondes, mais on a du mal également à en attirer des nouveaux. Et ça, on retrouve franchement dans beaucoup de métiers, y compris dans des métiers dans lesquels vous n'imagineriez pas qu'il y ait des problèmes de recrutement, par exemple dans l'assurance, où effectivement, je crois que le métier il fait un peu moins rêver. Et on sait que effectivement, de l'assurance, ils ont du mal à recruter. Les grands conseils sont concurrencés type McKinsey, en dehors de ce qui leur arrive en ce moment. C'est un autre en plus. Ils sont concurrencés par la tech, les gens qui partent soit dans des grosses boîtes type Google, soit dans des beaucoup plus petites sociétés. Franchement, c'est un thème qu'on retrouve chez la plupart de nos clients. Il y en a quelques-uns qui sont en sureffectif, mais c'est extrêmement peu. Et aujourd'hui, c'est la vraie problématique des entreprises qu'on rencontre. Alors, tout ça, ça a effectivement une conséquence, c'est qu'est-ce que recherche une entreprise aujourd'hui quand elle recherche des bureaux. Alors avant, on disait location. Là, je dirais en français, accessibilité, notamment par les transports en commun. Ou centralité, et dans ce cas-là, on peut venir en vélo. Quelqu'un qui avait ramené son vélo chez CBRE. Et ça, c'est devenu un point extrêmement important. Et il y a aujourd'hui un effet de recentrage, et je vais revenir là-dessus aujourd'hui, des entreprises sur Paris et les principaux pôles tertiaires, avec une volonté vraiment d'être au pied d'un transport en commun, peut-être à 200-300 mètres à pied d'un transport en commun. On aurait pu penser que le Covid, comme les gens télétravaillent, comme les gens allaient bosser 2 jours par semaine chez eux, les 3 autres jours, ils pourraient faire un petit peu plus de trajet, mais en fait, c'est l'effet inverse. Hein. Les gens ont une aversion au trajet qui est de plus en plus importante, qui est encore plus vrai depuis qu'on a vécu cette période-là, et qui est encore plus vrai avec le phénomène télétravail, puisque ne mettant 0 minute quand ils sont en télétravail pour aller à leur travail, ils ne supportent plus de passer beaucoup de temps dans les transports. Donc ça, c'est un point qui était déjà important, mais qui l'est de plus en plus. L'autre point également qu'on retrouve, c'est la volonté d'être dans un environnement business. Alors c'est pareil, ça existait, mais ça se renforce encore plus. Le point qui touche plus, la première partie, l'accessibilité, c'est très valable pour les jeunes. Hein. En fait, je pense que pour les plus vieux d'entre nous, pour les plus vieux d'entre nous, je dirais qu'on était content de rentrer dans la boîte la plus prestigieuse. Alors pour moi, c'était pour moins prestigieux que pour d'autres, mais dans les plus prestigieuses, et on était prêt à faire des kilomètres et des kilomètres, des heures parfois de trajet pour aller à son travail. Les jeunes ont une énorme aversion pour ça aujourd'hui. Et du coup, on le ressent aussi dans la recherche de localisation dans des coins sympas à la sortie du bureau, soit entre midi et 2, soit après le soir. Ils recherchent aussi des endroits où il y a certes des entreprises, mais il y a aussi des restos sympas et des bars.
Et si aujourd'hui on leur propose des immeubles dans des zones un peu tristounes, comme Saint-Ouen par exemple, on a beaucoup de mètres carrés à louer en ce moment, mais effectivement qu'il n'y a pas cette animation qui peut être compensée un petit peu dans les immeubles, mais qu'il n'y a pas cette animation qu'on retrouve quand on sort de son bureau, quand on est à Paris, ou même ça commence aujourd'hui à la Défense, puisque Paris La Défense a fait beaucoup d'efforts là-dessus, même s'il y a encore un sujet d'image. Donc c'est devenu un point hyper important dans le choix des entreprises. La flexibilité des immeubles, parce que là aussi le côté Covid remet en cause la manière de s'aménager dans les locaux. Hein. Très clairement, on est, sauf quelques exceptions, on est en flex partout maintenant. Quand une entreprise s'installe, elle se met en flex, hein, parce que si c'est pour donner un bureau unitaire à une personne et qu'elle soit là 2 jours dans la semaine, c'est franchement pas rentable. Donc effectivement, la flexibilité des immeubles qui permettent justement de pouvoir s'aménager en flex et de faire beaucoup d'espaces de réunion. C'est-à-dire qu'on est passé en gros dans un immeuble de bureau de 80% d'espace de bureaux où vous avez des bureaux implantés avec en gros 20% de salles de réunion à peu près et d'espaces communs à 50-50. Aujourd'hui, dans les nouvelles implantations qu'on fait, vous avez en gros 50% de postes de travail et 50% d'espaces collaboratifs, y compris les salles de réunion. Les services sont plus importants, mais pour le coup c'était une tendance qui était déjà présente avant, mais on veut offrir, l'enjeu des entreprises c'est aussi de faire revenir leurs collaborateurs au bureau et de leur donner l'occasion, par les services qui sont proposés à l'intérieur de l'immeuble, y compris la restauration, d'avoir une expérience la plus agréable possible. Des salles de sport, pourquoi pas, même si elles n'ont pas été utilisées pendant un petit moment. Donc il y a vraiment une augmentation de la demande de services dans les immeubles. Le développement durable qui est hyper important. Alors là, on a pris une claque, je dirais que c'était un peu le prétexte jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Et là, très clairement, après le Covid, ça devient vraiment un sujet. Et les boîtes sont hyper challengées par leurs collaborateurs aussi, les plus jeunes notamment. Et le dernier point, c'est que c'est aujourd'hui difficile de louer un immeuble s'il n'y a pas de terrasse et de rooftop, très clairement. C'est devenu une demande absolument indispensable. Ça va avec le côté j'ai besoin de respirer, donc je veux pouvoir, quand je suis dans mon immeuble de bureau, sortir à l'extérieur, comme on a ici, également un rooftop, et pouvoir discuter à l'extérieur au moins 7-8 mois de l'année. Donc c'est devenu un point hyper important. Juste quelques chiffres, et puis je vais aller très vite là-dessus parce que c'est pas un cours sur ce qui se passe sur le marché, mais c'est juste pour vous montrer que le bureau n'est pas mort, puisqu'effectivement 2020 il était mort. Clairement, il y a eu la moitié de transactions que la moyenne décennale. Vous voyez la courbe de 2020. Ça a repris l'année dernière, mais on était quand même en retrait important, notamment parce qu'on a manqué de grandes transactions de plus de 5 000 m² et de très très grosses transactions. Et puis là, au premier trimestre, on vient d'avoir les chiffres hier, on est à plus 40% de volume de transactions par rapport à l'année dernière, et surtout, on est revenu dans la moyenne décennale. Donc c'est très encourageant. Et on pense qu'on est revenu à une norme, alors même si les entreprises, on pourra discuter de ça après, je ne vais pas passer trop de temps, diminuent quand même leur surface de bureau en général quand elles déménagent, sauf celles qui grossissent beaucoup, et il y a encore beaucoup d'entreprises qui grossissent beaucoup. Mais malgré tout, ça nous fait effectivement revenir dans ce premier trimestre à la moyenne décennale. On le voit sur ce graphique-là, qui est à peu près le même graphique que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour revenir sur le sujet, les grands bureaux, les petits bureaux, vous voyez qu'en moins de 5000 m², le petit carré orange, là, c'est la moyenne décennale. Donc on est revenu au premier trimestre au-dessus de la moyenne décennale au cours du dernier trimestre. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Et en plus de 5000, ça fait 2 trimestres de suite qu'on a le même nombre de transactions sur le marché que la moyenne décennale. En volume, on est encore un petit peu inférieur, comme vous le voyez sur ce graphique, mais effectivement, on s'en rapproche fortement. Alors, par contre, tout ça, c'est une conséquence absolument énorme sur le marché. C'est qu'en fait, il y a en gros Paris et le reste du monde. Paris a un taux de vacances qui est en moyenne de 3% à peu près sur les différents secteurs parisiens, donc qui est extrêmement faible, ce taux de vacances de 3%. Et
on a une augmentation extrêmement forte et extrêmement rapide qui avait déjà commencé des loyers, notamment dans le QCA, où on a atteint 960 euros, alors ça a même augmenté depuis qu'on a fait ce graphique, 960 euros par mètre carré. Et il y a un deal en cours qui va se faire à plus de 1000 euros par mètre carré sur une surface de 11 000 mètres carrés, donc c'est très significatif comme augmentation. Pour vous mémoriser, il y a encore un an, le loyer en gros maximum c'était 870, 880. Donc il y a une augmentation très forte qui est un peu contradictoire avec le fait de se dire le bureau est mort. Mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises, d'abord des entreprises qui sont dans Paris grossissent, le monde du luxe, la tech, le monde de la finance et notamment le Brexit a contribué, même si ça a été des petits volumes, à contribuer malgré tout à cette augmentation. Les boîtes de conseil qui grossissent à vue d'œil, on a fait une transaction à BCG qui occupe 12 000 m², on l'a ralloué, alors c'est en février 2020. On s'est dit, ceux-là ils réfléchissent bien, on leur a loué 25 000 m² de bureau, le double, et en fait ils vont les utiliser parce que le conseil ça marche bien. On a une mission pour McKinsey qui double aussi ses surfaces de bureaux malgré le contexte, j'espère. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent extrêmement bien et qui embauchent énormément, qui sont des entreprises plutôt parisiennes et qui veulent rester dans Paris. Donc ça explique effectivement cette attractivité. Et il y a d'autres entreprises qui, je parlais, il y a EY notamment qui a signé un term sheet. Alors, est-ce que ça ira au bout parce qu'il y a des problématiques de permis de construire, mais qui va revenir de la Défense pour s'installer dans le 8e et passer de 45 000 à 27 000 m², donc là, une vraie baisse, mais qui souhaite rentrer dans Paris pour des questions de compétition à l'embauche. Voilà. Et il y a un deuxième, tout le reste de la région parisienne souffre plus ou moins. Alors il y a des secteurs qui ne souffrent pas beaucoup, qui sont des secteurs notamment de Boulogne, boucle sud-ouest, Boulogne, ici Moulineau qui fonctionne plutôt bien, Neuilly qui fonctionne plutôt bien, bonjour, qui fonctionne plutôt bien. La Défense, compte tenu de la qualité des immeubles qui sont proposés, de la baisse des loyers et de la très forte attractivité du territoire en termes de transport, fonctionne bien aussi. Donc il y a aussi des volumes importants. Mais il y a un taux de vacances qui a énormément augmenté parce que toutes les tours, comme partout, comme d'habitude, ont été toutes lancées en même temps. Donc elles arrivent en même temps sur le marché. Donc il y a un taux de vacances qui est très important. Et globalement, sur le reste de l'Île-de-France, dès qu'on s'éloigne de Paris, ça souffre énormément. Et il y a des immeubles où on ne sait plus quoi faire, ils sont devenus inlouables. Rueil-Malmaison se vide, Meudon a tendance à se vider. Donc il va falloir qu'on transforme ces immeubles en autre chose que du bureau, parce qu'effectivement, si vous imaginez qu'avec la baisse de l'utilisation de bureaux, si on imagine qu'elle est de 15%, le parc de bureaux il est de 60 millions, ça fait 10 millions de mètres carrés de bureaux qu'il va falloir potentiellement reconvertir. Donc le bureau n'est pas mort, puisque si on passe de 60 et qu'on baisse de 10, il va en rester 50 millions, ça nous fera encore du boulot. Par contre, il y a un vrai recentrage sur les pôles tertiaires, sur Paris, sur les pôles tertiaires, les mieux desservis, et c'est une tendance de fond qui, à mon sens, va pas diminuer. Du coup, on a des vraies problématiques de loyers sur les secteurs qui sont bien sûr un petit peu délaissés avec des loyers qui baissent. Et un écartèlement total entre le loyer parisien qui monte et le reste du monde qui baisse. Et c'est absolument hallucinant ce qui est en train de se passer, et c'est aussi une conséquence du Covid. Et je finis là-dessus. Donc les principaux impacts du Covid sur effectivement le marché du bureau, c'est le recentrage géographique dont je viens de parler. Flight to quality, c'est-à-dire que les entreprises sont prêtes à payer cher leur bureau à partir du moment où ils sont hyper qualitatifs, très bien localisés. Plus d'espace extérieur, et on l'a dit tout à l'heure, la flexibilité d'aménagement et notamment du renouvellement d'air. La fin des ascenseurs, parce que plus personne ne peut prendre des ascenseurs dans les bureaux, c'est ça pour les trois, les deux connaît et l'ex connaît. Je rigole. Et non, par contre, il y a un vrai sujet sur la restauration, puisque le RIE classique est aussi un peu mort, sauf pour les très grandes implantations. Et il y a une Neoma d'ailleurs qui est dans une belle entreprise de restauration qui fait notamment des frigos connectés. Et ça, c'est en plein développement. Et les modes de restauration à l'intérieur de l'entreprise sont en train d'évoluer très vite. Voilà. J'en ai fini parce que c'est pas le sujet principal. Je voulais juste vous dire un petit mot sur le marché du bureau. Voilà. Et s'il y a des questions, merci.
répondra après pour laisser. Merci pour les pages de pub. On connaît. Tac. Voilà. T'as besoin d'un... Non, moi c'est bon. Ouais, Super. c'est ça. Bonsoir à tous, merci beaucoup Alain, merci Mathilde pour l'organisation et ravi d'être avec toi Vincent pour échanger sur ce thème qui est l'immobilier 3D, vaste sujet, c'est quelque chose que vous entendez je pense de plus en plus. Donc moi je suis Bastien de la société Telora, je suis le président et un des fondateurs et en fait la société a pour vocation de valoriser les actifs grâce aux technologies d'immersion. Donc notre société, en fait, je vais vous parler déjà un petit peu de la genèse. Alors c'est l'histoire un peu de la belle start-up, 4 copains qui ont envie de se lancer dans la vie, qui ont envie de se tester professionnellement. Et donc du coup, on était tous très fans de jeux vidéo, etc. Et donc l'objectif, c'était de se dire, tiens, comment on pourrait mixer hobby, loisir et pouvoir en gagner aussi notre vie. Donc l'avantage, c'est qu'on avait tous des atouts très particuliers. Il y en a qui étaient plus sur la gestion commerciale, gestion financière, design, ingénierie. Tout simplement, on s'est pris et puis dans le jeu, et puis on s'est dit, tiens, ce serait chouette de pouvoir se représenter un immeuble en 3D, de pouvoir permettre de le voir après 4-5 ans de chantier. Ok, on va tester, on va faire une première démo. Et on s'est lancé en fait comme ça, je vous rassure, pas dans un garage. On était dans le 9 mètres carrés chez Régus. Et donc du coup, on a lancé cette belle aventure en 2015 avec comme objectif de démocratiser les technologies d'immersion, donc les technologies du jeu vidéo, dans le monde professionnel et dans le monde de l'immobilier. Et donc aujourd'hui, Telora, on est basé du coup à Rennes, Lyon et Genève. On a une petite équipe, on a 23 collaborateurs et on travaille sur une 60aine de projets immobiliers par an. Donc ce qui représente une valorisation à peu près de 600 000 mètres carrés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a lancé l'entreprise, on s'est dit, tiens, on va commencer par présenter une belle démo. Notre premier client, ça a été le groupe Perle à l'époque. Un de nos premiers partenaires, ça a été CBRE. Donc, ravi de pouvoir aujourd'hui parler devant l'auditorium. Et donc, du coup, au fur et à mesure, grâce à une communication bouche à oreille, on a pu vraiment développer des partenariats solides avec nos clients, avec les consultants, les agences de communication, etc. Et pourquoi ils font appel à nous? Pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous faites appel à Telora, l'objectif c'est de créer une solution sur mesure, donc une application mobile qui fonctionne du coup sur votre téléphone, votre tablette, votre PC, avec ou sans connexion internet. Et donc notre boulot ça va être de modéliser en fait le projet à travers des fichiers AutoCAD, Architect, des fichiers BIM, des fichiers 3D, etc. Et en fait, on va créer toute une expérience. Je laisse les images pour après. Venez me voir si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est fait exprès qu'il y ait pas quelques visuels dans la démo. Et donc l'objectif, voilà, c'est de visualiser les 3 points clés, on va dire, du projet, son emplacement, son architecture extérieure et son agencement intérieur. Et donc du coup, on a développé des contenus très spécifiques qui vont permettre d'interagir avec directement le bâtiment. Donc il faut imaginer que je vais pouvoir zoomer, entrer à l'intérieur, me balader en mode piéton et découvrir vraiment ce qu'est le bâtiment 4-5 ans après bien évidemment sa rénovation. Donc on utilise ces types de technologies-là pour permettre de se projeter et de ça on va permettre également d'en faire des prestations plus classiques, des perspectives, des vues orbitales, quelques petites vidéos, etc. En gros, quand on fait appel à Telora, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'avoir tous les contenus nécessaires pour la commercialisation et la communication du projet immobilier. Et je reboucle aussi sur ce que disait Alain par rapport au Covid. On a eu très peur du Covid parce que déjà on est une petite structure et puis on est surtout dépendant beaucoup des projets de nos clients. Et c'est là où on a pu voir toute la valeur qu'on apportait en fait à nos clients, c'est-à-dire qu'avant le Covid, faire appel à Telora, c'était différenciant. Ça permettait vraiment de faire face à une concurrence qui était très accrue. En 2019 et 2020, on avait atteint un niveau de projet assez incroyable dans le bureau, au niveau résidentiel, etc. La logistique était encore assez calme à l'époque. Et en fait, l'objectif pour nos clients, c'était plus de faire la différence, de montrer que leur immeuble était meilleur qu'un autre. Et le Covid est passé par là. Et le Covid, en fait, a tout changé, dans le sens où nos clients ont vraiment
pris conscience de l'importance de se projeter, de s'immerger, de comprendre le bâtiment, parce que les utilisateurs aujourd'hui ont besoin d'avoir énormément de transparence, de comprendre les services associés, etc. Donc là, toute notre offre d'immersion en technologique a pris tout son sens et a permis tout simplement, on le voit aujourd'hui, de valoriser en gros l'actif immobilier pour les investisseurs, de matérialiser le bien, etc., d'aider du coup pour la commercialisation, donc avec les équipes d'Alain par exemple, et d'équiper également les consultants, toutes les personnes de près ou de loin qui présentaient le projet. Mais aujourd'hui, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que même les utilisateurs nous contactent directement pour dire « Super, on a vu que vous avez modélisé nos futurs bureaux, aidez-nous dans toute la stratégie du changement, aidez-nous à mettre en place sur notre bâtiment réel, physique, les nouveaux espaces de travail, les nouveaux espaces de service, parce que mine de rien, quand on arrive dans un nouvel environnement de travail, c'est souvent assez complexe de pouvoir faire adhérer son équipe. Et je sais de quoi je parle, on est en train de le voir pour changer nos bureaux, de faire adhérer en gros notre équipe à des nouveaux espaces de travail qui leur conviennent et qui leur permettent bien évidemment d'avoir le maximum de confort possible. Donc ça c'est un point très important et c'est surtout que les enjeux marketing ont complètement changé. On n'est plus sur faire la différence, on n'est plus sur un enjeu qui est pédagogique et du coup nos solutions répondent à un maximum de problématiques aujourd'hui. Donc en gros, ce qui est important, c'est que j'ai envie de dire plus dans le business case, aujourd'hui, on a envie de permettre de s'immerger, on va nous envoyer tout simplement les plans, on va choisir, conseiller en fait les meilleures prestations possibles pour visualiser un service, un hall, par exemple un nouvel espace flexible. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour les investisseurs de matérialiser ces éléments-là, et on va constituer comme ça un logiciel sur mesure qui va pouvoir être utilisé par n'importe qui. On va pouvoir l'utiliser sur son téléphone, sa tablette ou son PC. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on a souhaité mettre en place, du nom Tailora, c'était vraiment une approche sur mesure qui va permettre en fait d'une certaine manière à notre client de bénéficier d'un triptyque important qui est la simplicité d'utilisation, qui est d'avoir une technologie qui colle à l'ADN de son projet ou l'ADN de son entreprise, et ensuite d'avoir la possibilité de bénéficier d'une haute qualité de rendu. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui qu'on appelle de la VR, réalité virtuelle, et de l'AR, la réalité augmentée, est en plein boom, on le sait, depuis une vingtaine d'années à peu près, mais ça reste un marché de niche parce que les usages ne font qu'évoluer. Et le Covid a poussé, entre guillemets, les entreprises à revoir la manière dont elles communiquaient et dont elles commercialisaient en fait les différents projets immobiliers. Donc pour nous, la période 2020, ça a été une période assez stable. On est habitué à une très forte croissance, on était en croissance, mais beaucoup plus faible. Et là, on sent que tous les projets sont repartis de petites surfaces, de grandes surfaces. Il y a une vraie appétence pour ce type de technologie et pour la mise en place tout simplement dans les différentes actions de commercialisation et de communication. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est, après, pour ceux qui restent, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez voir des exemples, tester même, parce que quand on commercialise une expérience, la meilleure manière de la vendre, c'est de la vivre. Donc les images n'auraient pas suffi tout simplement à vous présenter toute l'étendue de ce savoir-faire. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis je vais laisser la parole à Vincent. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Moi j'arrive avec ma clé USB Dark Vador. Vas-y. Est-ce que c'est... Je suis pas sûr que ça marche. Pas sûr que ça marche. Ouais, Sinon, moi je peux peut-être me brancher avec mon PC avec ça, non? Ouais, tu peux te brancher parce que en principe pour la zone de sécurité. Sinon, je peux me brancher avec ça? Non. Non plus? Non, c'est un autre système. Ouais. Ah, mais là il y a un bon vieil HDMI. C'est pas bon ça? Ouais, mais non. Ah bah non. Beaucoup trop archaïque. Alors en plus, ouais, forcément. Ouais. Alors tu vas te brancher en espérant que ça marche. Ouais. Excusez-moi, on aurait dû anticiper le Ouais, truc, mais je suis arrivé comme une fleur. Tac. Alors, même avec ma petite clé USB, non? Bah écoute, je veux bien essayer, mais en principe, Non. nos trucs sont protégés, à moins que ça marche dans C'est une ce Darvador, sens-là. hein, donc. C'est Dark Vador. Bah ouais.
Oui, avec quel sérieux Essaye de la mettre, voir ce que ça fait. Moi, ça fait des années que je l'ai pas. Tu pourras remonter la Faut DSI hacker. du coup. Et bah ça voilà. marche en fait. Bon, nickel. Bon bah c'était pas très sécurisé alors. Hein. Non, c'est à la sortie que ça marche pas. On le dira pas la DSI. C'est bien, Ah tout bah, est enregistré, donc c'est Ah, formidable. super. Je vais l'ouvrir comme ça. Je vais le faire directement. Ouais, ça fait 6 mois qu'on prépare cette conférence. Ah bah au moins. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Mathilde, merci Voilà. à tous. Bravo pour ton parcours, Bastien. Ça va arriver. Ça marque, ne répond pas. Ça va arriver, voilà. C'est bien, comme ça, je vous ai spoilé toute la presse. Voilà. Donc Vincent Baruet, donc moi je suis un des directeurs associés d'une société qui s'appelle Stonal, anciennement connue sous le nom de La Foncière Numérique. Donc Stone plus Digital, voilà, on a changé de nom il y a 2 semaines pour être précis. Donc moi j'ai un parcours d'architecte. J'ai fondé une société qui s'appelle toujours Foundation, en tant que fan de Isaac Asimov. Qui était spécialisé depuis 2010 dans le BIM. Donc je peux vous dire qu'il fallait du courage en 2010 pour parler de Building Information Modeling, c'est la modélisation en base de données des bâtiments. Et donc ma société Foundation est devenue une filiale en fait du groupe La Foncière Numérique, devenu récemment Stonal. Et donc je suis avec vous en fait ce soir parce que j'ai une passion par ailleurs qui est tout ce qui est réalité virtuelle. On en a fait beaucoup à travers ma société. On a fait ça pour Franck Guéry, pour la Fondation Arles, on a fait ça pour des sujets un petit peu plus délicats comme le Bataclan, pour les pompiers ou la police. On a eu plein d'expériences à la fois dans la digitalisation de bâtiments en construction, la digitalisation de bâtiments existants et la réalité virtuelle. Et donc la société Stonal, que je représente donc ce soir, en fait est éditrice d'une solution, ce qu'on appelle SaaS, System as a Service, qui a pour objectif en fait d'établir une plateforme qui centralise toutes les données du patrimoine pour nos clients. Voilà, leurs données, leurs documents, leurs plans, même leurs maquettes numériques étant dispersées, on rassemble tout ça. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait dans la digitalisation des bâtiments réels, comme celui-là. Et il y a un autre phénomène qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle les métaverses. Alors c'est un mot qui va très rapidement devenir obsolète, comme l'a été le mot multimédia à l'époque. Mais il faut se figurer une chose assez simple, c'est qu'il y a donc ce phénomène. On a une planète sur laquelle on habite actuellement, qui est un espace limité. Non pas fini dans le sens limité et assez contraint. Et donc on essaie de le digitaliser au maximum, donc nos environnements urbains, les télécommunications, etc. On essaye de rationaliser parce qu'il y a toujours plus de règles, de normes, etc. Et puis on est quand même une espèce un petit peu à part qui désormais est capable aussi de se créer ses propres mondes. C'est quand même pas commun et c'est assez passionnant à vivre en ce moment. Donc il y a ce phénomène d'un réel qui se digitalise. Donc vous allez voir, on en augmente la vision, on crée des avatars numériques de plus en plus d'immeubles. Même désormais, on titrise sur la blockchain, c'est-à-dire on tokenise en fait la vente de biens immobiliers. Donc il y a vraiment cette volonté d'un monde réel qui se digitalise et un virtuel qui, on va le voir, qui reproduit en fait des mécaniques du monde réel, notamment dans la détention de biens virtuels. On va pouvoir en parler. Donc à droite, l'image que vous voyez, eh bien, c'est virtuel, mais c'est assez concret. C'est-à-dire qu'on peut acheter, vous allez voir, c'est The Sandbox, on peut acheter des parcelles de ces mondes virtuels. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ici, c'est une extraction du film que je vous invite à regarder, même si c'est pas un très grand film, avec, comment il s'appelle lui, Ryan Reynolds, qui s'appelle Free Guy. Et là, c'est un exemple de villa virtuelle que vous pouvez acheter. Et il y a même la voiture virtuelle dans laquelle il faut même acheter de l'essence virtuelle. On va y venir petit à petit. Donc dans le monde réel, ça c'est un extrait de ce qu'on réalise par exemple sur des immeubles. Alors bien sûr, on produit actuellement beaucoup de tableaux bord sur toutes les exigences d'optimisation de CAPEX, d'OPEX, les ESG, les ISR, etc. Toute cette
toute cette volonté-là. Mais ça, c'est ce qu'on développe aussi quand on a besoin de faire des avatars numériques de bâtiments. Et le monde réel, comme je vous l'ai dit, se tokenise aussi de plus en plus. C'est-à-dire que le fait de blockchainer en fait, la détention de ces actifs, et plus exactement des sociétés détentrices de ces actifs, va permettre, par exemple, pour le coût d'une place de cinéma, vous pouvez désormais devenir investisseur immobilier ou acheter votre boulangerie ou votre commissariat de quartier, c'est ce que j'ai fait, dans ce qu'on peut appeler des jeux play to earn, donc Neopolis. Le dernier en date, c'est WinCity. WinCity, vous pouvez acheter en fait il y a même des cartes qui brillent, etc. Vous pouvez acheter des morceaux de ces bâtiments et vous allez toucher en fait une part de loyer. Alors ça a été rendu possible parce qu'il y a un décret en 2019 qui a dit que maintenant, voilà, les parts détentrices d'immeubles réels, on peut les tokeniser. Le dernier exemple en date le plus à jour, c'est la ville de Cannes qui a fait une annonce il y a 3 jours en disant c'est pas compliqué, tous les immeubles que j'ai, la mairie, la piscine, même la croisette, etc., je vais désormais les vendre aussi en ce qu'on appelle en NFT. Donc ça, on va en parler juste après. C'est-à-dire des non-fungible tokens. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir être détenteur, acheter la piscine de Cannes, acheter la mairie de Cannes et avoir un certificat d'authenticité de propriété de l'avatar numérique de la mairie de Cannes. Alors là, je voulais vous partager une vidéo assez impressionnante qui est faite par un artiste qui s'appelle Keiichi Matsuda, un artiste japonais, qui a fait une vidéo d'anticipation sur ce que pourrait être la réalité augmentée poussée dans ses pires retranchements. C'est peut-être bientôt la façon dont on verra le monde virtuel. Alors j'espère pas sous ce monde réel, on le verra peut-être sous cette forme-là, avec les lunettes de réalité augmentée qui commencent à arriver. Et donc là, vous voyez qu'il y a de la gamification absolument de tout. Hein. C'est-à-dire les gens qui se promènent dans la rue, ils ont des trucs comme les Sims. Il y a une over-sécurisation de tout. Enfin bon, donc c'est une vidéo que je vous invite à regarder et qui montre à quel point en fait même notre monde réel pourrait être complètement affadi en fait du fait de la superposition de réalité augmentée. Le clou de la vidéo, si la souris veut bien fonctionner, bon, c'est pas grave. À la fin, en fait, on voit dans le monde réel augmenté, on voit la personne arriver devant la Vierge Marie et gagner des points lorsqu'il fait le signe de croix devant. Donc c'est vous dire à quel point l'artiste a essayé de pousser ça. Donc on a un réel qui a de plus en plus de digitalisation et puis on a des mondes virtuels qui deviennent de plus en plus réalistes. Ici c'est un extrait d'une vidéo, d'une démonstration de ce qu'on appelle un moteur de jeu vidéo, Unreal Engine, qui est gratuite et qui montre une ville de 4 km de côté, entièrement modélisée, avec des centaines de véhicules, des milliers de personnages, etc. Tout ça évoluant directement en temps réel à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir parler désormais maintenant de métaverse? En fait, les métaverses, ce sont des mondes virtuels un petit peu comme on en a vu dans ce qu'on appelle des jeux massivement multijoueurs. Tout le monde a entendu parler de World of Warcraft, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces métaverses sont branchés sur ce qu'on appelle une blockchain. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout, en fait. C'est que la blockchain, qu'il faut se figurer, en fait, une blockchain, c'est un grand ordinateur mondial, d'accord? C'est infalsifiable, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez écrire sur un bloc, par exemple sur la propriété d'un bien virtuel, c'est comme ça que fonctionnent, par exemple, les crypto-monnaies comme le Bitcoin et autres. En fait, toutes les informations vont être réparties, c'est ce qu'on appelle la décentralisation de l'information. Et donc, du coup, ces blockchains permettent d'émettre des crypto-monnaies, d'émettre aussi des smart contracts. Donc, tout le monde connaît le Bitcoin. Il y a maintenant pas mal de blockchains comme l'Ethereum, le Solana, etc. qui permettent d'aller beaucoup plus loin et donc de créer ce qu'on appelle des non-fungible tokens. Les non-fungible tokens, en gros, il faut tout simplement se figurer que si j'achète un jean virtuel pour mon avatar virtuel, si j'achète un terrain
dans un monde virtuel ou une voiture de sport virtuelle, je vais avoir ce certificat d'authenticité de cet objet virtuel, aussi bien que si je l'avais possédé dans le réel. Et le NFT va donner en fait une rareté, une unicité à des biens virtuels. Il va en exister qu'une certaine quantité. C'est là où tout le virtuel devient quelque chose qu'on peut acheter. Donc on a commencé avec des bitcoins. Là, on est en train de vendre des œuvres d'art. Il y a des œuvres d'art qui se sont vendues. Celle de Beeple, par exemple, une œuvre d'art numérique qui s'est vendue à 69 millions de dollars. Maintenant, on vend aussi des avatars pour aller dans ces mondes virtuels. Donc, il y a tous des marchés absolument considérables. Maintenant, vous allez voir, on vend également donc, des maisons virtuelles, on vend des terrains virtuels et des mondes entièrement virtuels. Pour vous dire que ce n'est pas de la blague, c'est qu'il y a maintenant sur les blockchains autant de transactions qu'il y a par exemple sur les cartes Visa. Et on a, en ce qui nous concerne, le côté bâtiment, immobilier, architecture, un précédent qui est assez intéressant à noter, c'est qu'en mars de l'année dernière, il y a un an quasiment, cette artiste et architecte canadienne a vendu une première maison virtuelle sur Mars à 500 000 $. Maintenant, cette maison vaut à peu près 2,3-2,4 millions de dollars du fait de l'effet spéculatif de la chose. On a également des agences d'architectes qui commencent à produire des bâtiments spécialement pour des jeux vidéo. Ça devient pour elles une seconde ligne de production. Elles produisent un certain nombre de choses dans le réel et ce qu'elles construisent ou non, elles vont pouvoir également le mettre dans le virtuel. Donc le métaverse, c'est un mot qui regroupe énormément de notions. Je suis obligé de faire un petit peu court ce soir, normalement c'est quelque chose qui prend une heure et demie facilement. Ça va être ce qu'on appelle un peu le premier visage du Web 3. Alors pour expliquer le Web 3, il faut d'abord expliquer ce qu'était le Web 1. Le Web 1 dans les années 2000, c'était le fameux Lycos, va chercher l'information. C'était uniquement consultatif. Le Web 2, c'est ce qu'on vit en ce moment, avec des GAFAM qui centralisent toute cette information, comme des Google, des Amazon, des Facebook, etc., et qui font leur business sur le fait qu'ils possèdent nos données. Le Web 3, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est la décentralisation et le fait de reprendre possession de vos données, l'ensemble étant évidemment blockchainé. Un deuxième aspect du Web 3, ça va être surtout cette capacité qu'il va y avoir à vous spatialiser dans des mondes virtuels. Actuellement, lorsque vous allez sur Internet, vous allez surtout, pour les entreprises et autres, vous allez sur la page web et donc vous scrollez. Donc, vous voyez l'information, on s'appelle comme ça, notre mission, nanana. Et bien très bientôt, en fait, les entreprises ne vont plus se contenter d'avoir une page web. Elles vont vouloir en fait leur monde virtuel à eux, qui va être le reflet de leur culture d'entreprise. Elles vont donc se créer en fait quelque part un peu leur jeu vidéo. Et donc on va arriver à un moment où justement ça rejoint un petit peu votre analyse tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent plus effectivement de passer du temps dans les transports. On a effectivement des grosses exigences sur les bâtiments réels en termes de qualité. Et puis il y a un troisième espace qu'il va falloir créer, qu'il va falloir maintenir, qu'il va falloir animer, qui va s'appeler le métaverse entreprise. Vous allez avoir ça donc dans le monde du tourisme, de la santé, etc. Ça explose de partout. Donc chaque entreprise va vouloir son métaverse qui va faire le pont entre les différents lieux de travail. Donc les piliers de ces univers virtuels, ils sont au nombre de 7. Donc d'abord, c'est des univers où vous allez devoir, c'est ce qu'on appelle des univers sociaux, hein, d'accord, vous allez avoir une identité digitale, vous allez avoir un avatar, avec un socle économique. Le socle économique, c'est cette possibilité effectivement d'acquérir un bien virtuel et de le revendre, d'accord, de pouvoir spéculer avec, donc c'est toute cette notion de propriété virtuelle. La possibilité de se spatialiser en tant qu'individu dans des mondes virtuels. Donc imaginez-vous maintenant un truc très simple. Vous êtes, quand vous allez sur Amazon pour acheter des choses, vous êtes avec votre téléphone, vous scrollez avec votre doigt. D'ailleurs, en moyenne, on scrolle 100 mètres par jour sur nos téléphones. Ça, c'est là où normalement on commence à déprimer. Et donc, plutôt que d'être là à scroller machin, non, dans le métaverse d'Amazon, parce que quand ils vont se réveiller, ça va faire assez mal. Vous allez être spatialisé avec un avatar, donc vous lui aurez acheté des vêtements, des machins, etc. Vous allez arriver dans un monde virtuel, c'est le monde virtuel d'Amazon. On va vous faire tout un storytelling pour vous dire, bah voilà, à tel endroit, il y a telle boutique, parce que ça, vous aimez bien, vous allez pouvoir rejoindre vos amis, etc. Donc c'est comme une sorte de monde réel dupliqué, dans lequel on va pouvoir justement vous spatialiser à l'intérieur.
Ce sont évidemment des mondes qu'on appelle persistants et disponibles sur tous les supports, tablette, smartphone, etc. La gamification va faire partie intégrante de la chose. Il faut quand même savoir qu'il y a 98% de la nouvelle génération qui sont des gamers et qui vont arriver sur le marché du travail. En 2030, c'est pas compliqué. Si vous voulez attirer les gens dans des immeubles physiques, etc., il ne va pas seulement falloir avoir des beaux espaces, il va falloir en fait gamifier toute l'expérience d'utilisateur. Enfin, toute cette partie contribution, c'est-à-dire que chacun va pouvoir, dans des métaverses, se créer son propre métier et donc produire un certain nombre de choses qu'il va pouvoir revendre à l'intérieur et donc contribuer et pas seulement consulter. Enfin, il y a toute la partie immersion, mais qui va venir dans un second temps avec les réalités augmentées, les réalités virtuelles. Et puis tout ça, en fait, actuellement, c'est le Far West. On est en 1492 actuellement sur ces mondes virtuels. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi. C'est bien un des premiers problèmes. Donc je vais passer assez vite sur ce type de slide. Voilà, il faut vous figurer que, par exemple, ici, c'est une image d'un jeu multijoueur qui est très très connu, qui s'appelle World of Warcraft. Et il faut vous figurer en fait que ces mondes-là ne seront pas uniquement des mondes de jeu, mais c'est des mondes dont vous allez pouvoir acquérir en fait le bâtiment ici. Vous allez peut-être même pouvoir créer un métier. Il y a des gens qui vont venir comme si c'était votre entreprise. Et voilà. Alors en ce moment, c'est une explosion de mondes virtuels qui apparaissent. Les plus connus, c'est Decentraland, The Sandbox, etc. Il y en a tous les jours qui se créent et les actualités sont nombreuses. Donc toutes les marques comme Carrefour, Nike, Prada, etc. Investissent en fait ces lieux-là parce que pour elles, ce sont des laboratoires d'expérience. Tout simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut se figurer pour les marques que le schéma traditionnel de je conçois un produit, je le produis et puis je le vends, ça va être has-been. C'est-à-dire, ils vont le concevoir, ce produit, ils vont le tester dans le virtuel, ils vont voir si ça marche, et éventuellement, je dis bien éventuellement, ils vont le produire dans le réel. Nike, par exemple, a vendu un certain nombre de ses chaussures virtuelles, en échange duquel il vous donnait quand même des chaussures réelles. Et il vous donnait aussi un spacepod, c'est-à-dire une sorte d'appartement virtuel dans lequel vous pouviez chausser avec votre avatar vos chaussures virtuelles, mais également exposer vos NFT pour les montrer aux copains. Des œuvres d'art et tout. Donc PwC est également rentré dans le métaverse, Nikeland est arrivé dedans, Baidu en Chine est en train de se créer son propre métaverse qui sera certainement opérationnel à partir de 2027. Donc tout ça, il faut se figurer que c'est comme des nouvelles villes réelles dans lesquelles il y a des gens qui vont posséder des tours, qui vont travailler à l'intérieur, etc. Donc ces mondes virtuels peuvent vous paraître pas très concrets. Ah, merci, ça c'est très sympa. Mais en fait, ils sont déjà utilisés par des millions et des millions d'utilisateurs. Donc là, j'ai pris un exemple assez simple. Snoop Dogg s'est acheté une parcelle de terrain. Alors, je ne sais plus combien il avait acheté ça, mais ça devait être au moins 500 000 ou 700 000 $ dans The Sandbox. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu comme les Champs-Élysées virtuels. Et bien, tout simplement, vous avez des gens qui ont commencé à acheter des parcelles à côté. Parce qu'ils se sont dit, tiens, comme il va y avoir beaucoup d'avatars et de gens qui vont passer voir Snoop Dogg, ils vont passer par ma parcelle. Donc moi, sur ma parcelle de terrain, je vais pouvoir créer des événements, même proposer mes propres parcelles à la location, pour que des entreprises fassent des launches, des events, etc. À l'intérieur. Alors ces mondes virtuels sont quand même, il faut quand même le préciser, extrêmement volatiles, puisqu'ils reposent sur d'abord 3 choses. Alors on a parlé tout à l'heure localisation, accessibilité, etc. Ici, il y avait encore plus de volatilité, il y a beaucoup de volatilité, c'est quand même des investissements assez risqués. Pourquoi ? Parce que ces mondes virtuels, ils dépendent de la popularité qu'il va y avoir. C'est-à-dire, on ne sait pas, c'est comme au début avec Google, on ne sait pas si vous allez avoir beaucoup de gens dans ce monde virtuel ou très peu. Deuxième chose, ils sont basés sur des blockchains. Les blockchains, comme les crypto-monnaies, je pense que je ne vous apprends rien, c'est extrêmement fluctuant. D'accord ? La localisation va avoir de l'importance, mais pas que à l'intérieur de ces mondes virtuels. Il faut quand même spécifier aussi que acheter une parcelle virtuelle n'a pas du tout, dans le droit français, ça n'existe pas. Il n'existe pas de je possède, je suis propriétaire d'un land virtuel. Ça n'existe pas. Donc là, j'ai pris exemple sur The Sandbox, on retrouve la parcelle de Snoop Dogg. Ces mondes virtuels, alors il y a HSBC, un dernier en date aussi, qui s'est dit tiens, moi aussi il faut que j'y aille, il faut que je me crée ma parcelle.
Ces mondes se démarquent parce qu'ils créent leur propre crypto-monnaie, ils proposent leur propre land, leur propre parcelle à acheter, et aussi ils proposent en fait à ceux qui sont leurs visiteurs, on peut même presque plus parler de joueurs, c'est une sorte d'habitants virtuels, de créer leurs propres assets, c'est-à-dire, je sais pas, ils désignent voilà, des voitures, des choses pour les avatars, etc. Ils vont pouvoir les revendre. Donc c'est vraiment, il faut se figurer une économie réelle et on fait le duplicat dans une économie virtuelle. Donc voilà, les gens vendent toute leur création à l'intérieur. Donc voilà, alors vous avez le droit au dragon à 570 $, parce que vous allez pouvoir le chevaucher avec votre avatar et compagnie. Même le monde virtuel et même Google Maps n'échappent pas à cette folie du NFT, puisque tout simplement, ici, on a Next Earth. Là, il y en a un qui s'est amusé à acheter la Maison Blanche, la parcelle de la Maison Blanche. Donc, il a acheté un certain montant, sauf que, je ne sais pas si vous voyez ici, mais ça vaut quand même déjà 12 100 $. Alors, il faut se figurer que dans The Sandbox, je vous ai montré avant, les parcelles au début se vendaient 700 $, maintenant c'est 700 000, 800 000, 2 millions de dollars. En fonction évidemment des quantités que vous prenez. Vous avez d'autres mondes aussi qui naissent, donc ici Metroverse, qui s'appuie sur donc les gens achètent des bâtiments et puis ils doivent composer un quartier, et donc la rareté, la façon dont ils vont composer ces mondes virtuels va créer plus ou moins de rareté en fait à l'intérieur. D'autres mondes qui sont encore peut-être un peu plus poussés graphiquement, capitalisent sur par exemple des terrains sur lesquels il y a une notion de rareté en fonction aussi de tout ce qu'on trouve à l'intérieur, s'il y a du métal, s'il y a de l'or, etc. Et si par-dessus vous avez fait construire une architecture virtuelle en adéquation, ça va augmenter la rareté du NFT, vous allez pouvoir leur vendre beaucoup plus cher après. Donc en gros, vous allez avoir une cartographie de mondes virtuels qui vont se créer. Vous allez avoir des grosses corpos, donc comme Meta, ça c'est anciennement Facebook, Facebook s'est renommé en Meta. C'est pas pour rien. Donc vous allez avoir des mondes qui vont être limités en nombre de parcelles, donc avec une très très forte valeur. Et puis vous allez avoir des mondes illimités. Donc ça, ce sera surtout Meta et autres. Et plein d'autres qui vont commencer à se créer. Donc il y aura un énorme enjeu d'interopérabilité, c'est-à-dire que quand vous allez acheter une voiture virtuelle, quand vous allez acheter une maison virtuelle, quand vous allez acheter des chaussures pour votre avatar virtuel, il faudra que vous puissiez les utiliser dans un monde et les utiliser aussi dans d'autres mondes. Donc ça c'est très important. Tous les États, les villes, etc. Moi j'ai rendez-vous avec pas mal de villes aussi qui veulent se créer leur propre métaverse. Parce qu'elles veulent que quelqu'un depuis Singapour puisse visiter la chose, veulent tester des nouvelles façons en fait, avec toutes les marques en fait, de ces villes sont en train d'y passer. Donc il y a beaucoup de métiers qui se transposent. Donc il y a alors c'est pas vraiment des nouveaux métiers, vous avez des architectes maintenant qui modélisent. Ici vous avez le musée en bas à droite de Beeple. Donc Beeple, c'est l'artiste qui a vendu cette œuvre à 69 millions de $. Il y a des architectes qui lui ont construit un musée virtuel. Vous avez même des asset managers, donc Metaverse Property. Alors eux, ils vous conseillent sur les métaverses dans lesquels investir. Ils vous disent tel emplacement, vous aurez peut-être plus de monde. Il faudrait que vous puissiez construire telle architecture, etc., etc. Voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est beaucoup de nouveaux challenges, de nouvelles règles à édicter, qui sont très très importantes. Et notamment, l'un des plus gros challenges qu'on va avoir, c'est aussi énergétiquement parlant, parce qu'en fait, ces mondes virtuels consomment énormément de ressources. Il est à noter quand même, je vous invite à lire d'ailleurs ce livre qui est assez éloquent, que par exemple si le numérique était un pays, ce serait le 3e plus grand consommateur au monde derrière les US et la Chine. À noter que donc le fameux Meta Facebook vient d'ouvrir un des plus gros calculateurs au monde pour pouvoir calculer justement tous les mondes virtuels qui sont en train de générer. C'est vrai que le poids carbone également du Bitcoin et de toute la blockchain est considérable, mais il y a des très très belles choses qui sont en train de se passer en termes d'optimisation de minage, puisque par exemple actuellement je crois que le Bitcoin dans le monde consomme à peu près 4 à 5 réacteurs nucléaires, c'est quand même pas neutre, mais il y a pas mal de choses
enfin je ne vais pas rentrer dans les proof of stack, les proof of work, etc., mais qui optimise considérablement la consommation énergétique. Juste pour vous donner une image qui moi m'a beaucoup marqué dans le livre qui est là, c'est que par exemple, juste la vidéo YouTube de Gangnam Style, vous savez, celui qui danse comme ça là, bon, il fait quand même 1,5 milliard de vues par an, il n'y a pas de justice. Et en fait, il consomme, juste cette vidéo-là, elle consomme 297 gigawattheures par an. C'est-à-dire c'est la consommation d'ici les Moulineaux. Donc juste une vidéo YouTube peut consommer l'équivalent d'une ville. Alors évidemment, toutes les vidéos ne sont pas vues, 1,5 milliard de vues par an. Mais il y a du positif, puisque je terminerai là-dessus, c'est que tous ces data centers, en fait, en 10 ans, ils ont consommé que 1% de plus d'énergie, alors que le volume de données à l'intérieur a été multiplié quand même par 30 entre 2010 et 2020. Donc on voit bien que ça explose. Tous ces mondes virtuels vont nécessiter beaucoup d'énergie, mais il y a de l'espoir. En tout cas, juste un truc, si vous voulez investir dans les métaverses, faites très attention, c'est ultra volatile. Je ne peux pas le conseiller, par contre c'est intéressant de suivre voilà, ces mondes virtuels qui se créent. Et tous les jours, il faut remettre à jour cette présentation. Merci à tous. Merci.